Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette principale édition de la journée sur Canal Info News. Nous démarrons par l'actualité au Sénégal avec les gérants de stations-service qui réagissent après la grève des transporteurs qui réclamaient la diminution du prix du carburant. En assemblée générale constitutive ce dimanche à Dakar, ils ont donc dénoncé les difficultés auxquelles ils font face. Il s'agit entre autres problèmes de la marge bénéficiaire fixée depuis des décennies à 10,5% sur le litre qui est vendu. Si le client paie en liquide, la pression fiscale qui est extrêmement lourde selon donc les pompistes ou gérants de station. Cette pression est fixée à 42% pour changer la donne et tenter de sauver le secteur des hydrocarbures. Les gérants des stations de service ont donc ont mis sur pied une association aux structures dénommée l'Association des gérants de stations-service. Amadou Diop Silla, le président du comité d'initiative de cette association, a confié à notre reporter Sekou Djemé quelques mots par rapport à leur initiative. Suivons sa réaction. Il y a la pression fiscale, parce que nous sommes installés dans les grandes entreprises et nous n'avons pas la capacité d'une grande entreprise. Cette commission de 10% n'arrive pas vraiment à remplir les charges. Ce qui fait, c'est une très grande difficulté que nous soyons au niveau des grandes entreprises. Ce fait aussi de nous amener au niveau des grandes entreprises va, au niveau de la patente, obligatoirement nous inviter à un forfait de 3 millions d'abord, compte tenu maintenant des 19% sur le loyer et sur les redevances. C'est un peu complexe. Donc quand nous imaginons que nous pouvons gagner par exemple 12 millions sur 1 milliard, si on enlève les 3 millions d'abord pour la patente, si vous voyez les charges structurelles, vous voyez à quoi on est exposé. Donc actuellement, c'est un exercice qui n'est pas rentable. Voilà, c'était donc un des initiateurs de cette association qui regroupe les gérants des stations-service au Sénégal. Ils étaient en assemblée générale, toujours dans cette dynamique avec le carburant. Modi Guiro soutient les transporteurs dans leur lutte. Vous le savez sans doute, la semaine dernière, des transporteurs avaient observé un mouvement de grève de 48 heures pour dénoncer entre autres griefs, donc la hausse des prix du carburant comme l'essence ou le gasoil. Modi Guiro soutient ces dernières et trouve que leur initiative est tout à fait louable et que ces derniers donc doivent maintenir le cap parce que tout simplement les négociations entamées avec l'État du Sénégal n'avaient pas abouti à ce qu'il voulait. Nous aurons dans quelques minutes la déclaration de Modi Guiro, le secrétaire général de la CNTS, au micro de Fatou Bintou Diagne. On fait signe que l'élément n'est pas encore en place. Nous allons y revenir. Le président de la République, Maître Abdoulaye Wade, était ce samedi dans la capitale du Nord, précisément à Matam, dans la 14e région du Sénégal. Il s'est félicité d'avoir respecté une promesse qu'il avait faite aux populations de cette localité pendant qu'il était dans l'opposition. Selon Maître Abdoulaye Wade, la ville de Matam était trop enclavée et il avait toujours l'ambition de construire un pont pour le bonheur des populations de Matam. Sur les caractéristiques de cet ouvrage, Maître Abdoulaye Wade s'est donc félicité de la nature du pont parce que ce sera un pont qui pourrait accueillir 2 camions roulant en sens inverse. Il a aussi remercié les responsables de la société Enan Chine, c'est l'entreprise qui est chargée de l'exécution des travaux. Toujours au Sénégal, nous allons donc écouter la réaction du chef de l'État. Mais il a fallu refaire, je pensais qu'on allait faire un seul pont ou 2, mais finalement on a décidé de faire 3 ponts. Parce que le Matam est enclavé. Pas sortir de Matam. Il y a ces fosses là, ils sont toujours remplis d'eau. Et je connais bien ces ponts où il y a passé plusieurs fois plusieurs années.
Alors maintenant, nous avons construit ces 3 ponts qui seront assez larges pour laisser passer 2 gros camions. Et nous venons de poser la première pierre. Ça m'arrive pas souvent, mais cette fois-ci, en fait, c'est pas la première pierre parce que ces ponts-là, ça fait partie du projet de Liguerre à Ourossogui. Donc je suis très satisfait. On m'a dit tout à l'heure que les employés chinois travaillent sans arrêt, 24 heures sur 24. Ça, c'est du travail. Alors, il ne faut pas s'étonner. Je vous ai dit, il n'y a pas de secret. Pour construire un pays, il faut travailler. Et je voudrais saluer ici les ingénieurs sénégalais qui sont dans ce projet, ainsi que les travailleurs qui sont aussi des éléments indispensables à la construction des ponts. Donc je suis satisfait, voilà, c'est tout ce que je peux dire en attendant d'aller voir d'autres grands ouvrages. Le chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, qui était en déplacement dans la région de Matam, c'était pour la pose de la première pierre du pont de cette localité. Il était accompagné, vous l'avez vu sur ces images, du Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye et du ministre d'État, ministre des Infrastructures. Parlons à présent de la paix. Une marche pour la paix et la non-violence a été initiée donc par des bonnes volontés pour ces personnes. Il s'agit d'inciter les Sénégalais à cultiver la non-violence et d'inciter les populations à tenir un discours de paix. De nombreux jeunes ont pris part à cette marche sous la houlette de 14 organisations qui justement œuvrent pour la paix. C'est un compte rendu de Birama Kamara et d'Asba. Le bonheur n'est pas le fruit de la paix. Le bonheur, c'est la paix même, soutenait l'auteur français Alain. Une citation que semblent bien maîtriser les 14 organisations et ONG qui se sont retrouvées devant la préfecture de Guédiawaye. Une grande mobilisation des ambassadeurs de la paix qui ont tenu à faire une marche pour demander surtout aux acteurs politiques à œuvrer davantage dans la voie de la paix sociale et à conduire le pays vers des élections paisibles. C'est une initiative noble que le bon Dieu nous a demandé de faire. C'est d'œuvrer pour la paix. Surtout à la situation où le pays se trouve actuellement. Tout le monde, c'est un devoir à tout le monde d'œuvrer pour la paix. Mais la paix, elle est vitale. Sans la paix, on ne peut rien faire. Donc, des élections, oui, mais dans la paix. Et je suis particulièrement touchée par cet acte organisé par les ambassadeurs de la paix. Sous le slogan « Non à la violence électorale », une vingtaine de membres de l'ONG, dont la Fédération pour la paix universelle, FPU, ont marché dans les rues de la banlieue pour faire de cette commune volonté à l'endroit de l'apaisement une réalité. Je pense qu'aujourd'hui on est là engagé en tant que citoyen conscient parce que ce pays risque de traverser des situations dont on peut maîtriser les conséquences. Et les gens ont l'habitude de dire, ici c'est un pays où les érudits ont prié. Et ce sont les hommes qui font la violence. Laissons les prières à Dieu. Nous les hommes qui sommes conscients que la paix est la seule chose qui vaille, nous nous engageons, nous descendons sur le terrain pour refuser d'être le maillon faible par lequel passerait la violence. C'est le sens de l'initiative. Ainsi, dans un élan unanime, ces inconditionnels de la paix ont lu la déclaration de l'UNESCO, dont l'objectif est d'instaurer une stabilité durable dans le monde. Une paix que ces ambassadeurs veulent durable dans notre cher pays. Et ils interpellent les acteurs politiques à œuvrer davantage en ce sens. Un grand rassemblement pour la paix. Tout le monde sait que nous tendons vers des échéances électorales et qui, donc, d'après les signes qui s'annoncent, on sent que donc il y a une agitation qui se manifeste. Je dirais que la paix est source de développement. Sans paix, on ne peut pas parler de vie. Raison pour laquelle on est là présent et on sera très motivé pour entrer dans les coins les plus reculés du pays pour lutter pour la paix. Cette caravane de la paix ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Sa prochaine escale sera l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et ce temple du savoir mérite bien une telle visite car les étudiants doivent être mieux imprégnés dans la culture de la paix. La paix n'est pas un don de Dieu à ses créatures. C'est un don que nous nous faisons les uns aux autres, soutenait l'écrivain américain Elie Wiesel.
Grand coup de balai pour la capitale sénégalaise. 4000 jeunes sénégalais ont déclaré la guerre à l'insalubrité. Cette initiative porte l'empreinte du ministère de la Culture, du cadre de vie. Au grand bonheur des populations de la capitale sénégalaise, Mariam Mbengue Faye et Adama Thiam ont pris part à cette manifestation de grand nettoyage. On ne doit pas jeter n'importe où les ordures ménagères, surtout dans les lieux publics. Préserver l'environnement à travers ces opérations de nettoiement, tel est l'objectif du ministre du cadre de vie qui s'est engagé à rendre la ville de Dakar propre. Après 5 jours de manœuvre, ces volontaires ont presque atteint leur objectif. Munis des brouettes, des pelles, des machettes et autres matériels, ces jeunes se mettent à l'œuvre. C'était décourageant de le voir au début. Après avec les gars, je me suis dit qu'on peut y arriver. Maintenant c'est bon, on y est arrivé. Ça reste à peu près un tout petit bout de chemin. On va essayer de faire le maximum avant 13h de mettre le paquet. Après c'est quoi? On va pas. On peut dire que l'objectif est atteint. Ouais, 100% on peut dire. Une initiative bien appréciée par les habitants de ces localités qui appellent à un suivi de cet acte civique. Ça fait longtemps que ces ordures nous encombrent, mais vraiment aujourd'hui, tout va bien. J'apprécie bien cette initiative. Ça montre qu'Awa Ndiaye est une vraie battante. Au moins, elle nous montre qu'elle fait bien son travail. Moi, j'interpelle aussi les habitants de ces quartiers pour un suivi de ces activités. Le ministre peut bien nous aider, mais c'est à nous de s'occuper de l'entretien de notre quartier. Pendant 10 jours, ces volontaires ont trouvé un travail. Même si cette action est temporaire, ils leur permettent quand même de gagner quelque chose. Je ne faisais rien d'habitude. Maintenant, on me lève le matin, je viens ici pour travailler. Je trouve que c'est une ressource d'emploi d'abord. Je trouve ça bien, en plus ça. 3 000 francs entre 9h du matin à 13h. C'est du 2 au 9. Ça fait 30 000 francs. C'est un peu dérisoire, mais ça peut bouger quelques trucs. En attendant la fin de cette opération, les volontaires continuent leur petit bonhomme de chemin, espérant d'ici le 10 janvier, toute la ville de Dakar sera propre. Mariam Mbengue Faye, nous parlons de tout à fait autre chose, le sport, les journalistes sénégalais autour d'une table pour parler de la participation sénégalaise dans les différentes CAN qui se sont organisées dans le continent de 1965 à 2008. Quel bilan en tirer et qu'est-ce qui attend de ces journalistes justement sénégalais dans la couverture de telles manifestations comme la CAN qui va se dérouler au Gabon et en Guinée équatoriale selon l'un des doyens dans cette profession, Mamadou Koumé. Les journalistes doivent s'armer de courage parce que beaucoup de travail justement les attend dans ces deux pays pour la couverture de la CAN de 2012 qui va se jouer au Gabon et en Guinée équatoriale. Babou Ndour et Babacar Fall ont pris part à cette table ronde. En route vers la CAN. Ce slogan, les journalistes sénégalais accrédités se le sont pleinement appropriés. Une journée dédiée à la CAN a été organisée par l'Association nationale de la presse sportive. Une occasion pour les journalistes de se projeter déjà vers la Coupe d'Afrique. Les débats ont porté sur l'histoire passée et récente de l'équipe nationale du Sénégal. Des thèmes qui ont permis aux reporters d'en apprendre beaucoup, car les difficultés seront nombreuses une fois en Guinée équatoriale. En ce qui concerne la couverture de la CAN, je vais dire d'emblée que ce ne sera pas une partie de plaisir. Tous les signaux que nous avons indiquent que nous allons, nous journalistes, vers une CAN extrêmement difficile pour faire le travail de reporter. En tout cas, ce qui est constant, c'est que le plus difficile pour nous, à l'heure actuelle, ce sont les problèmes liés aux télécommunications. Ça, c'est une information que je vous donne, notamment l'accès à l'Internet. Et le coût des communications téléphoniques. En matière de réceptifs, Bata n'est pas bien loti. Donc, c'est le problème de l'hébergement. Ce ne sont pas seulement les journalistes qui doivent s'armer. Les lions aussi vont affronter beaucoup d'obstacles,
sur le chemin de bataille. Le jeu a amélioré pour que l'équipe puisse aller jusqu'au bout de ses ambitions. Cette équipe avait besoin de produire plus de jeux car la combativité et le talent individuel de certains joueurs ne pouvaient pas toujours compenser les insuffisances notées. Un manque d'anticipation sur les problèmes prévisibles et un défaut de coordination ministère-fédération pourrait avoir des conséquences négatives. Quand on parle de football au Sénégal, souvent les anciennes gloires sont laissées en rade. C'est pour ces raisons que l'ANPS a associé certains anciens joueurs afin de rafraîchir la mémoire des nouveaux. Garan Koulibaly indique qu'on doit éviter certaines erreurs commises dans les années 80. On est resté dans une pénombre pendant très longtemps, jusqu'en 1986 pratiquement, avec une très grande équipe. Et quand nous allions au Caire, nous étions les favoris, je ne dis pas parmi les favoris, mais nous étions vraiment les favoris, parce que nous avions une brochette de joueurs exceptionnels à l'époque. C'est l'indiscipline et le manque d'autorité des officiels, je le dis courageusement, qui ont perdu notre équipe. Il ne faut pas que ces erreurs nous arrivent. L'entente doit être parfaite entre les journalistes sportifs et l'équipe nationale. Pour le ministre des Sports, les professionnels doivent en avoir beaucoup de sang-froid avant de traiter certaines informations et ainsi refuser de faire le jeu des adversaires. Je pense que cet œil extérieur de professionnels de la presse est intéressante parce que si l'on suit depuis quelques jours, et j'ai échangé avec Yann Diop sur la question hier nuit, des articles de presse, surtout quand les journaux aujourd'hui sont en ligne, en suivant la presse sénégalaise, je retiens que nos adversaires n'ont pas besoin d'envoyer, entre guillemets, des espions. Parce que dans la presse, les journalistes leur disent ce qui se passe chez nous. Les journalistes et les joueurs ont parfois des relations heurtées. Et la CAN ratée de 2008 et ses conséquences n'ont pas arrangé les choses. Mais depuis l'arrivée d'Amara Traoré, les rapports se sont assainis et les actions de l'ANPS visent à prouver aux deux entités qu'ils sont dans le même camp. Babou Ndour, nous restons toujours avec les sportifs et l'équipe nationale. L'un des entraîneurs de l'équipe nationale, Abdoulaye Sarr, donne ses conseils aux journalistes en partance pour la couverture de la CAN 2012. Selon Abdoulaye Sarr, il faut être très patient et surtout faire preuve de nationalisme pour protéger notre équipe nationale. Abdoulaye Sarr, que je vous propose d'écouter, il réagit ici au micro de Babou Ndour et de Babacar Fall. C'est pourquoi aussi, il y a un élément sur lequel nous allons devoir cogiter un peu. Il faut qu'on soit patient. Une victoire, ça se construit dans le temps, avec des bases très très solides. Et pour cela, il faut une constance, une stabilité. Et ça manque dans le pays. Vrai ou faux, les journalistes, la presse en général, a un rôle à jouer. Et M. Yann Diop l'a dit, le ministre l'a abordé en premier lieu. Quand on voit au Sénégal, vous n'avez pas besoin de venir au Sénégal pour savoir ce qui se passe. Hier, je vois Mangane. Mais il y a des choses, on le gère à l'interne. Parce que la victoire du Sénégal, c'est d'abord la victoire pour moi des journalistes. Aujourd'hui, la communication joue un rôle important dans le monde. Protéger l'équipe, moi je crois que vous êtes les mieux placés pour le faire. Les meilleurs acteurs sportifs de l'année 2011 fêtés à travers Sargal Foot Pro pour la 3e édition. La soirée qui est prévue ce 14 janvier est activement préparée par les initiateurs. Donc ce seront des sportifs dans les championnats de Ligue 1 et 2 du Sénégal qui seront consacrés. Donc les Lions seront aussi distingués pour les motiver davantage en vue de la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Voici les explications de Louis Lamotte. Il est le président de la LS Ligue sénégalaise de foot professionnel. Donc lui Lamotte au micro de Babou Ndour et de Babacar Fall. C'est quand le Sargal et pourquoi ça tarde? Je voudrais, en répondant aujourd'hui à ces questions, profiter de l'occasion pour vous situer un peu le nouveau contexte, ou le contexte 2012 du Sargal, même si c'est le Sargal de 2011. Nous avons délibérément choisi
d'attendre un événement, celui de la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe nationale du Sénégal a traversé les éliminatoires de la CAN 2012 avec brio, éclat. L'équipe nationale a décidé de revenir sur cette terre, préparer la phase finale. Et quand elle décide de revenir sur cette terre pour préparer la phase finale, elle nous invite à une attitude, elle nous invite à des actions vis-à-vis d'elle. La Ligue sénégalaise de football professionnel, qui est le dépositaire du football d'élite au Sénégal, est parmi ceux qui sont les premiers interpellés. Et nous avons ainsi décidé de placer ce Sargal sous le sceau et à l'intention des Lions de la Teranga. Sur l'international, c'est ce dimanche 8 janvier que l'ANC fête donc son anniversaire, son centième anniversaire. À cette occasion, Jacob Zuma, le président sud-africain, par ailleurs un des responsables de premier plan de l'ANC, doit prendre la parole dans un stade de la ville de Bloemfontein devant 100 000 invités, avant un spectacle résumant les 100 ans du parti en 100 minutes. Mais les festivités du centenaire de l'ANC durent déjà depuis 2 jours et les célébrations de samedi ont commencé et se sont terminées dans l'église qui a vu naître donc ce parti dans un township de la ville de Bloemfontein. Toujours sur l'international, la présidente d'Argentine, Cristina Kirchner, n'avait pas de cancer. Une étude finale ayant écarté la présence de cellules cancérigènes dans la grande glande thyroïde après son opération de mercredi dernier. L'annonce a été faite samedi par le porte-parole de la présidence. En Afrique, des leaders chrétiens du Nigeria ont qualifié samedi de nettoyage ethnique et religieux les attaques récentes et les tueries de dizaines de chrétiens par des islamistes présumés et averti qu'ils se préparaient maintenant à défendre leur communauté contre les multiplications de ces attaques dont Boko Haram revendique la paternité. Le Nigeria connaît depuis Noël une escalade de violence visant principalement catholiques et protestants dans ce pays divisé à part égale entre chrétiens et musulmans. Ces attaques ont été en grande partie revendiquées par Boko Haram, un groupe extrémiste qui dit vouloir chasser les chrétiens du Nord, majoritairement musulmans, et imposer la charia, la loi islamique. Attentats et affrontements se sont multipliés depuis jeudi, faisant une trentaine de morts dans plusieurs États du Nord-Ouest après l'expiration d'un ultimatum des islamistes exigeant que les chrétiens quittent le nord du pays, le plus peuplé et premier producteur de pétrole d'Afrique. Convoqué d'urgence samedi, une réunion des responsables chrétiens a conclu que le schéma de ce tuerie fait effectivement penser à un nettoyage ethnique et religieux systématique, a déclaré le chef de l'association chrétienne du Nigeria, regroupant protestants et catholiques. Les leaders chrétiens ont décidé de définir les moyens nécessaires pour se défendre face à ce tuerie insensée, a-t-il ajouté. Nous avons le droit légitime de nous défendre, quoi qu'il en coûte, a-t-il averti, sans préciser quelles mesures étaient envisagées. À la suite des attentats qui avaient fait une 50aine de morts à la sortie d'office de Noël, le président du Nigeria, Goodluck Jonathan, a décrété le 31 décembre dernier l'état d'urgence dans 2 États du centre et du nord-ouest touchés par les violences de Boko Haram. Nous nous rendons en Syrie, hommage aux victimes de l'attentat suicide. Samedi, des funérailles ont été organisées par les autorités syriennes en hommage aux 26 personnes qui ont été tuées dans l'attentat suicide commis la veille à Damas. Le pouvoir et l'opposition se rejettent la responsabilité de cette attaque. Les autorités syriennes organisaient samedi des funérailles officielles et populaires pour les 26 tués dans l'attentat suicide perpétré vendredi à Damas, à la veille de la présentation par le chef des observateurs arabes en Syrie d'un rapport sur cette mission controversée. Les funérailles, retransmises en direct sur la télévision d'État,
ont débuté après la prière de la mi-journée dans la mosquée Al-Hassan, dans le quartier densément peuplé de Midan, où un kamikaze s'est fait exploser vendredi, faisant 26 morts et 63 blessés. Le mufti de Damas, Bachir Eid, entouré des dignitaires religieux, a prononcé un discours dans la mosquée devant plusieurs ministres, des responsables et des fidèles. À l'extérieur, des milliers de Syriens arboraient des drapeaux et des portraits du président Bachar al-Assad et scandés: par notre âme et notre sang, nous nous sacrifierons pour toi, Bachar. Cet attentat suicide, survenu 2 semaines après une attaque similaire, a été imputé par les autorités à des terroristes, tandis que des opposants l'ont attribué au régime. Merci beaucoup Birama Saonera. Merci également à vous, amis téléspectateurs, d'avoir suivi cette édition qui est à présent terminée. Bonne suite des programmes sur votre chaîne préférée, Canal Info News.